Cotonou, capitale économique du Bénin, abrite du 17 au 20 juin 2019 la 13e Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseils. Réunion à Kinshasa de l'Union des conseils des chargeurs africains pour examiner les grandes questions qui touchent au transport sécurisé des marchandises dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et puis nous parlerons dans ce journal de lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce combat. Bienvenue à tous et à toutes et heureuse de vous retrouver. Cotonou abrite du 17 au 20 juin la 13e Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseils. 4 jours pris par ces acteurs du secteur du courtage d'assurance pour faire le bilan des activités de la fêtière. Il sera donc question au cours de ces assises de Cotonou d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur de courtage en assurance. Dynamique qui place au cœur du métier de courtage la digitalisation. On en parle avec Mondésir Nascimento et Gilbert Lyon. La contribution du courtage dans l'émergence des industries de l'assurance dans la zone CIMA à l'ère de la révolution numérique. C'est autour de ce thème central que se développent les échanges de la 13e Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseils. Au cours des assises qui se tiennent à Cotonou du 17 au 20 juin, il est question pour les assureurs conseils venus des marchés de la CIMA et pour les acteurs avêtis des assurances de réfléchir sur le rôle et la contribution du courtier dans l'écosystème assurantiel. En effet, le secteur des assurances est actuellement fortement impacté par la révolution numérique à travers la digitalisation et l'intelligence artificielle, entraînant un peu partout une profonde métamorphose affectant ainsi toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la distribution. Au niveau de la FIAC, nous avons conscience que le courtage sera le secteur le plus impacté par ce phénomène, eu égard à l'émergence de nouveaux canaux de distribution promus par la digitalisation. Cette nouvelle donne est perçue par certains acteurs comme une menace pour le courtage traditionnel et par d'autres comme une opportunité pour le secteur. Cette problématique nécessite, de mon point de vue, inéluctablement l'adoption d'un nouveau comportement chez les courtiers traditionnels qui veulent et doivent contribuer à l'émergence de l'industrie des assurances dans ce nouvel environnement. La 13e Assemblée générale de la FIAC a été présidée par le ministre béninois en charge de l'économie et des finances. Pour lui, les assureurs conseils jouent un rôle déterminant de la production à la distribution des prestations assurantielles. Les assurances étant impactées positivement par le numérique, il urge donc d'orienter le courtage des assurances dans la dynamique digitale. Nous vivons depuis quelques années une nouvelle révolution, celle du numérique, qui n'a épargné aucune branche d'activité, y compris le secteur des assurances. Il est donc important que, comme les compagnies d'assurance, les assureurs conseils en tiennent compte dans la conception de leur offre de services. Mesdames, Messieurs, je suis persuadé que les propositions qui seront issues de vos travaux contribueront à améliorer les réflexions en cours pour le développement du secteur de l'assurance. 4 jours durant, les acteurs du courtage d'assurance et leurs pairs des assurances échangent à travers 4 panels de haut niveau, une table ronde et des conférences. Plus de 80 délégués venus des 14 pays de la CIMA ont foulé la terre béninoise pour ce rassemblement susceptible d'engrener des mutations profondes dans le secteur du courtage des assurances en Afrique. Après Cotonou, rendons-nous à Kinshasa, République démocratique du Congo. L'Union des conseils des chargeurs africains s'est réunie récemment à Kinshasa pour examiner les grandes questions qui touchent au transport sécurisé des marchandises dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. À l'heure de la mise en place de la zone de libre-échange sur le continent, les chargeurs africains ont réaffirmé leur engagement d'assurer avec responsabilité leurs devoirs. Organisée par l'Office des gestions de fret multimodal de la RDC, la réunion de Kinshasa a été un succès qui a enrichi les directeurs généraux des conseils des chargeurs venus des 18 pays membres. Le commentaire est de Corona Sekongo.
Ils sont venus de 18 pays d'Afrique, membres de l'Union des conseils des chargeurs africains. 3 jours durant, la réunion du comité directeur des chargeurs africains s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous l'égide de l'Office de gestion de fret maritime, OGFREM, avec l'appui du gouvernement congolais. Au centre de cette rencontre, la gestion sécurisée de transport des marchandises dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il me paraît vital que l'UCCA s'exprime d'une seule voix, dise clairement ce qu'elle veut et donne des gages qu'unie, elle est prête à affronter les multiples défis qu'impose la mondialisation, tant sur le plan de la réglementation, sur le plan des équipements, de la gestion des espaces, que sur le plan de la maîtrise des nouvelles technologies, sur la circulation des marchandises. Dans un contexte de zone de libre-échange, l'Union des conseils des chargeurs africains reste un instrument incontournable pour booster les échanges sur le continent. Par conséquent, stimuler son développement. Les présentes assises s'ouvrent à un moment particulier, caractérisé notamment par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, et dont l'objectif ultime est sûrement la promotion de la croissance économique de nos États, avec pour externalité positive l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La réunion de Kinshasa a été aussi une occasion d'échange d'expériences et réalisations entre les différents conseils des chargeurs du continent. Les participants ont par ailleurs apprécié l'expérience du conseil des chargeurs de la RDC, l'OGFREM, hôte de la réunion qui, avec le soutien du gouvernement, est sur 2 grands projets, à savoir celui du port sec de Kasumbalesa en construction et du port en eau profonde de Banana. Ce que les assises nous ont apporté, c'est la prise en compte aujourd'hui de la mise en place prochaine de la zone économique de libre-échange continental africain. Avant la clôture des travaux, la délégation du comité des directeurs des conseils des chargeurs africains à la réunion de Kinshasa a été reçue par le Premier ministre par intérim, Bruno Tshibala. Nous sommes venus lui présenter nos civilités, lui dire combien nous sommes satisfaits de l'accueil et de l'organisation pratique de nos travaux ici à Kinshasa. Notons que les chargeurs africains se rencontreront à la 9e réunion des chargeurs en 2020. Patient Saïba Tamboué, directeur général de l'OGFREM, a été désigné président de cette réunion qui se tiendra à côté. Les questions liées au changement climatique sont au cœur des préoccupations des gouvernements et des États du monde. La Côte d'Ivoire s'est donc inscrite dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Dans ce contexte, le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise du 18 au 19 juin un atelier de validation technique des documents de stratégie nationale de développement du biogaz et du compost. Daniel Kodjo, Richard Akeke et Hervé Blayon nous font le point. Le secteur des déchets fait partie des cadres clés que la Côte d'Ivoire met en avant pour atteindre ses objectifs globaux dans la lutte contre les changements climatiques. Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un processus d'élaboration des politiques nationales de développement du biogaz et du compost. Du 18 au 19 juin, les parties prenantes ont à leur charge de valider les rapports provisoires des études sur les politiques nationales de développement du biogaz et du compost. Il s'agissait en fait pour 2 cabinets nationaux de pouvoir analyser la situation de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, de faire le lien entre la façon dont nous gérons les déchets aujourd'hui et les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à cette façon de gérer. Ensuite, de pouvoir donc proposer des axes d'action qui permettraient de pouvoir donc réduire les émissions de gaz à effet de serre par de nouvelles approches, donc notamment la valorisation des déchets à travers le compostage et la méthanisation, c'est-à-dire la production de biogaz. L'appui à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans le secteur des déchets est favorablement accueilli par le gouvernement canadien. L'investissement du Canada s'élève à 2,12 millions de dollars canadiens, soit plus de 800 millions de francs CFA. Outre le Canada, l'ONU Environnement apporte également son assistance technique dans la mise en œuvre du dit projet.
et notre assistance d'appuyer le pays à pouvoir élaborer une stratégie bien claire avec des objectifs bien chiffrés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes là pour appuyer et accompagner le pays dans non seulement l'élaboration de ces politiques, mais également dans la recherche de financement et l'exécution de toutes les mesures que le programme aura identifiées. L'atelier de validation technique des documents de stratégie de développement du biogaz s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Au sortir de cet atelier, les principaux résultats des études d'élaboration des stratégies nationales de développement du biogaz et du compost sur la période 2020-2030 devraient être présentés aux différentes parties prenantes. Il se tient ce mardi à Abidjan un atelier de validation des plans d'aménagement et de gestion des parcs nationaux du Bonko, du Mont Sangbé et de la réserve de faune et de flore du Haut-Sassandra. Une rencontre qui a pour objectif de doter l'ensemble des aires protégées d'un plan d'aménagement et de gestion participatif et conforme à la réglementation nationale en vigueur des standards internationaux en vue d'une gestion durable, nous disent Ariane Touré et Tima Traoré. Préserver et valoriser un échantillon représentatif de la diversité biologique nationale et maintenir les processus écologiques dans les aires protégées de façon durable, c'est l'objectif visé par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR en initiant un atelier de validation des plans d'aménagement et de gestion des parcs nationaux du Bonko, du Mont Sangbé et de la réserve de faune et de flore. 3 jours durant, des travaux de réflexion se tiendront en vue de doter l'ensemble des aires protégées d'un plan d'aménagement et de gestion participatif et conforme à la réglementation nationale en vigueur des standards internationaux. Les plans d'aménagement et de gestion sont des outils qui permettent de mieux gérer les parcs nationaux. Et il faut dire que ces plans de gestion sont articulés de la façon suivante. Dans un premier temps, dans une première partie, on décrit l'état actuel du parc national. La deuxième partie est consacrée aux actions que nous allons mener pour les 10 prochaines années. Et la troisième partie, c'est la partie budgétisation. Parce qu'il faut dire que les plans de gestion, c'est des outils qui permettent de répondre aux standards internationaux. Donc ça nous permet de dire que pour le parc national du Mont Sangbé, par exemple, qu'est-ce que nous allons faire pour les 10 prochaines années. Et chaque année, une fois que le plan d'aménagement est validé, nous allons passer à l'opérationnalisation du plan d'aménagement. C'est-à-dire que nous allons faire des activités de bilan, de planification des activités chaque année. Et au bout de 5 ans, nous allons évaluer ce que nous avons pu faire par rapport au plan d'aménagement. L'ensemble des parties prenantes procéderont au cours de cet atelier à un examen des plans d'aménagement et de gestion des péages du Bonko, du Mont Sangbé et du Haut-Bandamba. Présent à cette rencontre, Aboassi Moïse, représentant le professeur Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ils formuleront ensuite des propositions pour la consolidation, la validation des 10 documents. Au terme de la rencontre, ce sont au total 3 PAG et 3 projets d'arrêté d'approbation qui devront être validés. Longtemps, le sauvetage en mer reposait sur la solidarité des gens en mer. Mais aujourd'hui, l'organisation est tout autre. D'où le lancement d'un séminaire de formation sur la recherche et le sauvetage en mer. 5 jours durant, 10 pays provenant du nord du golfe de Guinée vont prendre part à cette cérémonie qui répond à des conventions internationales. Objectif, être outillé pour mieux agir dans la coordination des opérations de sauvetage. Toujours Ariane Touré et Tima Traoré. Agir vite et efficacement, sauver des vies humaines et traiter les détresses en mer dans la mission de sauvetage par la coordination des opérations, c'est l'objectif visé par la coopération française à travers l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégionale, lors du lancement d'un séminaire de formation sur la recherche et le sauvetage en mer. Une rencontre qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Abidjan. Alors l'enjeu de ce séminaire, c'est pour œuvrer par la formation, par le renforcement des capacités, à la sécurité de l'économie maritime. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie du golfe de Guinée, qui lui-même est un carrefour de transport maritime, un carrefour d'échange entre le continent américain et le continent asiatique. Et donc il y a beaucoup de routes maritimes, des milliers de routes maritimes qui traversent le golfe de Guinée. Et qui dit transport maritime dit risque d'accident. Il était important donc de renforcer les capacités des personnels des États du golfe de Guinée dans la matière pour pouvoir
gérer au mieux, sauver l'équipage, sauver les marchandises lorsqu'un accident survient. Formation de niveau 1 qui sera suivie d'autres formations de niveau supérieur. Et dans cette formation que nous allons aborder cette semaine, nous allons couvrir un large panel de thèmes qui sont liés au sauvetage en mer, comme par exemple les radiocommunications, la météorologie marine, les procédures nationales, internationales. On va mettre en pratique également des radeaux de survie, de la pyrotechnie avec les fusées de détresse, les feux à main. On va faire finalement beaucoup de choses. Prennent part à ce séminaire de formation sur la recherche et le sauvetage en mer 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Gambie, le Libéria, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal et bien d'autres. J'espère acquérir de nouvelles compétences, en tout cas dans le domaine de la recherche et du sauvetage en mer, parce que l'aéronautique, c'est justement ça. Ce séminaire, c'est très important pour moi, pour notre marine, parce que c'est un séminaire de Search and Rescue, SAR. La Mauritanie a une grande côte, c'est plus de 600 km, donc on nécessite de connaître quoi ça veut dire le Search and Rescue. Donc c'est une formation débutante, donc je suis là pour apprendre et pour transmettre les messages dans mon marine. Il faut rappeler que le golfe de Guinée est un véritable carrefour maritime entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Il est par conséquent de plus en plus parcouru par les navires du monde entier, ce qui fait de la sécurité maritime un véritable enjeu pour toute la sous-région. Vous voulez gagner de l'argent en consommant des compléments alimentaires biologiques? Eh bien, c'est possible grâce à l'entreprise Victory Network Team Multiservice, représentante exécutive du groupe chinois Greenleaf en Côte d'Ivoire. Cette structure a récemment présenté ses produits à Abidjan. Daniel Kodjo et Richard Akeke. Une variété de produits à base de plantes présentés par la structure Victory Network Team Multiservice, représentante exécutive du groupe chinois Greenleaf en Côte d'Ivoire. Pour cette entreprise, il reste primordial de consommer des produits biologiques à cause de leur richesse en minéraux et vitamines. Pour la circonstance, l'huile de krill antarctique, les capsules de gélatine et d'astragale, la poudre de sport et les serviettes hygiéniques ont été présentées. Dans la population aujourd'hui, les gens fument, les gens boivent, les gens ont des pratiques malsaines et même alimentaires qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir une bonne santé. Il est important de souligner l'importance aujourd'hui du bio dans la prise en charge de certaines pathologies, mais aussi au niveau de la nutrition. Alors, les produits que nous avons exposés tout à l'heure, il s'agit de produits qu'on peut trouver en pharmacie. Au-delà de la consommation, existe un business chez Victory Network Team Multiservice. Il s'agit de bénéficier d'une rémunération après achat de divers produits biologiques. Il est important de revenir aux produits bio. Et aujourd'hui, nous venons avec une compagnie qui vous présente des produits. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un peu comme un supermarché qu'on va ouvrir très bientôt et vous dit que vous effectuez des achats au quotidien, mais ces achats-là contiennent des produits, voilà, peut-être qui ne sont pas bons pour la santé. Venez chez nous, effectuer les mêmes achats avec des produits bio qui vont contribuer fortement effectivement à une bonne santé, mais encore mieux, c'est que vous allez avoir ces achats-là seront très à moins de coût. Plusieurs compagnies procèdent aujourd'hui par le marketing relationnel pour atteindre plus de personnes. La Victory Network Team Multiservice, quant à elle, propose à travers des compagnies solides et un travail assidu des gains consistants. À côté de la santé, l'entreprise intervient également dans la technologie et propose d'autres services. Et on poursuit avec les acteurs et partenaires de l'enseignement supérieur qui sont en concertation depuis le 17 juin dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quel système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est le thème des réflexions, des échanges parrainés par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le reportage est signé Lucien Sbokwa et Nicolas Ngwa. Considéré comme moteur du développement de la Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique a subi plusieurs restructurations et des réformes sans vraiment donner satisfaction dans l'employabilité des diplômés. La présente concertation qui table sur le thème « Quel système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour une Côte d'Ivoire émergente ?» va nul doute aboutir à des résultats allant dans l'adéquation formation-employabilité face aux défis des nouveaux horizons. L'accès à l'enseignement supérieur,
l'équité dans l'enseignement supérieur, la qualité et la pertinence de la formation dispensée dans nos établissements, la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, la vie et les œuvres universitaires, le financement de la formation dans nos établissements et enfin l'environnement juridique et la coopération. Pour le Premier ministre ivoirien, l'éducation dans sa globalité fait la culture de l'excellence et demeure un levier important pour le développement d'un pays émergent. Ainsi, la carte universitaire de notre pays sera ainsi portée à 12 universités publiques au plus tard à l'horizon 2025. S'agissant donc des ressources humaines, en vue d'assurer un meilleur encadrement des étudiants, en moyenne, 400 nouveaux assistants et assistants chefs de clinique sont recrutés chaque année. Dans sa quête d'efficacité interne et externe du système d'enseignement supérieur, le gouvernement s'est engagé également dans le numérique éducatif, avec la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. La présente concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique englobe les réformes adaptées à la formation, mais surtout à l'employabilité des diplômés. Le Premier ministre ivoirien a indiqué que 8 milliards de francs CFA sont alloués aux dépenses estudiantines comprenant les primes et déblocage des salaires des enseignants et bourses d'étudiants. On prit part à la présente concertation plusieurs partenaires dont le CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, l'AFD, la Banque mondiale et l'UNICEF. Parlons gastronomie à présent. Après Dakar, la première édition des Afro-Gourmands a eu lieu à Abidjan les 17 et 18 juin 2019. Il s'agit d'un coaching culinaire d'utilisation de produits laitiers européens dans la gastronomie africaine. Le lancement s'est fait lors d'une conférence de presse autour d'une dégustation pédagogique de produits laitiers. La presse a répondu présent au lancement des Afro-Gourmands. Cette initiative est de la Commission européenne et du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière CNIEL. À travers un programme de formation et de collaboration, ces institutions défendent et mettent en avant l'image des produits laitiers à l'export. Cela afin de satisfaire la demande des populations. Alors cette première édition des Afro-Gourmands ici en Côte d'Ivoire a une vocation purement de promotion et de communication des produits laitiers français et de montrer comment les produits laitiers, français en l'occurrence, peuvent être réfléchis et intégrés à une culture culinaire locale ivoirienne. Et l'idée, c'est de faire une co-construction et une co-réflexion entre un chef, le chef Abégan, et nous qui sommes les promoteurs des produits laitiers français. Mais vraiment juste dans une image de communication et de promotion. Le programme de promotion des produits laitiers européens communique essentiellement sur les fromages, le lait, le beurre et la crème. Les professionnels et talents culinaires devraient avoir le bénéfice d'être coachés sur l'utilisation des dits produits dans la gastronomie africaine. La cuisine africaine est une cuisine qui est au départ, qui est raffinée, qui est qualitative. D'abord vu la qualité des produits qu'elle propose. L'introduction des produits laitiers, c'est comme si on introduisait une épice dans la préparation, parce que les gens vont vous dire les fromages sont forts, les fromages ont des goûts forts, mais certains éléments qu'on met dans nos sauces traditionnelles sont vraiment très très forts. Le netetou, le gage, le yet, certains champignons sauvages. Quand on voit même un excellent agouti qui est légèrement fumé, il faut qu'il ait cette consistance d'une odeur un peu corsée, un peu forte. Pour le fromager Pierre Gay, descendant d'une famille de producteurs laitiers depuis 1935, la consommation des produits laitiers procure fidèlement un équilibre alimentaire favorable à la santé. Moi, je conseille de consommer le fromage naturellement, mais on peut très bien le travailler en l'incorporant dans des plats et des mets traditionnels pour justement apporter une petite touche de fantaisie dans la cuisine et dans la culture. Au niveau de la santé, l'apport des produits laitiers est très important sur le calcium, le sel minéraux, les vitamines, et également pour les gens qui consomment moins de viande, sur les apports en protéines contenus naturellement dans les produits laitiers. Le chef Christian Abégan et le fromager Pierre Gay ont prévu partager ce 18 juin leur savoir aux différents chefs et autres restaurateurs dans le cadre de cette première édition des Afro-Gourmands. Débutée le 11 juin à Dakar, la première édition des Afro-Gourmands se tiendra en juillet à Douala au Cameroun,
puis en septembre à Lagos au Nigeria. Ce programme est prévu pour une durée de 3 ans dans le seul but de valoriser le savoir-faire, la biodiversité et l'excellence des produits laitiers européens au service de la cuisine africaine. Et c'est sur cet élément de Daniel Kojo et Richard Akeke que se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.